Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Entre cloisonnement et mythe. Quelques réflexions critiques. Examinons brièvement, pour commencer, l'évolution de la Guadeloupe jusqu'en 1848. L'histoire, on le sait, ne commence pas avec l'arrivée de Christophe Colomb dans les îles en octobre 1492. La Guadeloupe indigène se devine mal dans les relations et les chroniques espagnoles. La résistance des terribles Caribes fléchéros face aux razzias des colons espagnols n'a pas facilité le travail des historiadors. La cédule de 1503 d'Isabelle la catholique qui autorise la capture des indios caribes introduit une dichotomie malencontreuse dans l'étude des populations insulaires. Qui est caribe et qui ne l'est pas ? L'historiographie coloniale européenne a opposé depuis le XVIe siècle les Arawaks aux Caribes. Une axiomatique des indigènes Arawaks pacifiques, agriculteurs, artisans habiles, soumis aux colons espagnols, contraste avec une axiomatique des indigènes caribes, belliqueux, nomades, à l'artisanat frustre, anthropophages, rebelles à toute domination. Les Békés ont utilisé cette opposition duale pour argumenter et justifier leur intervention et leur implantation. Une vision qui a engendré et nourri jusqu'à nos jours une perception et une manipulation des concepts et de l'histoire. Les Portugais ont négocié avec les Africains, vers 1446 à 1451, des accords qui les autorisaient à pratiquer la traite négrière transatlantique. Les premiers nègres esclaves débarquent dès 1493 à l'île La Española. Les premières révoltes d'esclaves datent de 1503 et il est même question déjà à cette date d'arrêter la traite. Quand arrivent en Guadeloupe les premiers nègres capturés par les indigènes ? La Guadeloupe espagnole doit son nom au monastère érigé en 1340 par le roi Alphonse X de Castille et Léon. Des indigènes capturés en Guadeloupe et à la Española y ont été baptisés le 29 juillet 1496. La Guadeloupe a-t-elle été habitée par des colons européens, comme le soupçonne le père Raymond Breton ? Les premiers Français ont trouvé, à leur arrivée, des vestiges témoignant d'une implantation étrangère à celle des sauvages. Dégagé des chroniques, comment se présente le début de l'occupation française des îles vers 1625 à 1626 ? Richelieu investit dans la navigation et le commerce, on le sait. Mais quelle est la participation française à la traite négrière, derrière les Lusitaniens ? Nous savons que des navigateurs français se rendent en Afrique dès la deuxième moitié du XVe siècle. Ils fréquentent la Méditerranée des Caraïbes depuis les XVe XV siècles. Comment s'esquissent dans ces conditions les débuts de l'implantation française aux îles et en Guadeloupe en particulier, un siècle après le début de la traite africaine ? Nous sommes bien loin de la vision idyllique que veulent nous imposer les Békés, profitant de la disparition des sources liées aux Fouquet. On sait que venant de Dieppe, des colons français, entassés sur 2 navires, débarquent en Guadeloupe le jeudi 28 juin 1635. Un document, la lettre du père Pélican au père Carré, 18 août 1635, précise qu'ils étaient 360 sur le plus grand navire. Une centaine de colons se trouvent à bord du second bâtiment. Ce sont des engages originaires de plusieurs provinces françaises. Les esclaves nègres arrivent aussitôt de Saint-Christophe la même année, en 1635. L'esclavage a donc débuté avec l'implantation des colons. Le système esclavagiste qui s'érige dans l'archipel guadeloupéen n'a pas attendu une soi-disant permission de Louis XIII, comme on veut nous le faire croire. Ce sont des colons français qui fondent avec l'aide de l'État un système esclavagiste qui dure de 1635 à 1848. Une historiographie coloniale s'est imposée durablement depuis le XIXe siècle. Elle propage une vision qui banalise l'esclavage en ne traitant que des esclaves dans leur vie quotidienne, en évitant de parler de système. Signalons une difficulté majeure quand on interroge les sources, seule la voix des maîtres se fait entendre. Il existe certes quelques témoignages qui nous font percevoir très faiblement le cœur des esclaves. Frédéric Douglass, ancien esclave lui-même, fugitif et abolitionniste notoire, nous avertit que plusieurs questions resteront sans réponse. Comment l'esclave a-t-il senti le fait d'être une possession du maître ? Quels étaient ses plaisirs et ses souffrances ? Quelle était l'attitude de l'esclave face au dogme de la supériorité de l'homme blanc ? Les esclaves ont-ils pensé que c'était leur droit d'être libres ? Les temps de révolution ouvrent de nouveaux corridors à la recherche historique.
Il faut s'y engouffrer car les brèches se referment vite. Une virée à Lisbonne en 1975 en voiture me revient en mémoire. Nous voulions voir de près la révolution des œillets. Avec 2 autres Guadeloupéens, dont Inès FisherbelanChet, j'avais été reçu par un groupe d'historiens portugais qui ne nous avaient pas caché leurs critiques à l'égard d'une certaine historiographie. Vitorino Magalhães Godinho et Luís de Albuquerque en particulier soulignaient la nécessité de réexaminer l'histoire du Portugal. Dans les sciences de la marine et de la découverte par exemple, tout est à refaire, tout est à reprendre car nous avons mésestimé l'importance des arabo-musulmans. Caravelle et caravane ont la même racine, arabe, observait le premier, tandis que le second évoquait les premières caravelles arabes et attirait notre attention sur l'importance de la terminologie héritée de l'occupation musulmane. J'ai à l'esprit ce souvenir au moment où je rédige cette brochure. En Guadeloupe, et en Martinique, aussi, nous devons débattre de ces questions d'historiographie critique et de sémantique. Nos enseignants universitaires si férus de connaissances gréco-latines et d'espagnol, pourquoi ont-ils tant boudé l'histoire ? Comment expliquer ces discours sur l'origine du mot Antilles qu'ils décomposent à l'instar des chroniqueurs, Antes insulées, les îles de devant, un continent. Non, compère, Guadeloupe, Martinique et son dérivé Antilles ne sont pas des mots espagnols, mais proviennent de racines arabes. Christophe Colomb connaissait la littérature des navigateurs arao-musulmans. Ce que ces biographes ne soulignent pas assez, ou passent trop souvent sous silence. J'aurais aimé aborder plus longuement ici l'épineuse question de la terminologie héritée du système colonial et esclavagiste, voire de la traite négrière, et engager la critique sur des problèmes de fond. Il n'en est pas question dans cette brochure, où je dois me limiter à dire l'essentiel. Soumission, lâcheté, larbinisme, fulminait Aimé Césaire dans l'intimité, contre des auteurs compatriotes qui n'ont pas une seconde pour investir dans la recherche. Il évoquait devant moi des auteurs, universitaires, intellectuels, qui signent des ouvrages, des biographies sans critiquer leurs sources, sans faire appel à des témoignages de première main. Il me donnait des exemples qui lui tenaient à cœur. Combien de ces littéraires, politologues, chercheurs du dimanche en Martinique comme en Guadeloupe, proposent des récits historiques, voire des manuels scolaires à un public insulaire qui se défend mal contre de telles agressions. Combien d'auteurs, y compris des universitaires insulaires, adoptent sans aucune critique la vision d'une société d'habitation défendue par les béquets. Lucien J. Petit-Jean Rouget a été le porte-parole de cette caste quand il a soutenu, en 1978, une thèse de doctorat d'État, la société d'habitation à la Martinique. Le jury, bien qu'ayant déploré des témoignages inexistants sur la vie des esclaves, a octroyé le diplôme à cet historien amateur, comme le souligne l'auteur de l'un des 3 rapports réglementaires avant soutenance, 20 janvier 1978. Évadons-nous. Brisons les lieux de cloisonnement et d'enfermement. Nous avons tous en main une invitation au voyage dans l'espace de l'histoire. Une invitation à la critique de l'historiographie, dominée par les chroniques instillées par les béquets. Guadeloupe précolombienne et archéologie. La Guadeloupe précolombienne nous est très peu connue. Depuis des années, l'étude archéologique des îles Guadeloupe et Martinique en particulier a été entreprise par des béquets et leurs invités. Ils se réunissent depuis juillet 1961 sous l'égide des Congrès internationaux d'études des civilisations précolombiennes, des Petites Antilles. Les béquets ont orienté les investigations et imposé une certaine vision de ces études d'archéologie. L'arrivée des premiers colons français aurait favorisé une pacification de ces îles et aurait permis le triomphe de la civilisation des habitations sur la barbarie des sauvages. Que peut-on dire du nom Guadeloupe en écartant toutes les niaiseries que véhiculent les agences touristiques ? Les indigènes l'auraient nommé Kairi Kaira, qui signifie l'île, c'est-à-dire 2 îles ou îles doubles. L'erreur de colons se croyant arrivés en Asie a été d'appeler les îles Inde et leurs habitants indiens. Cette erreur ne doit pas nous autoriser à continuer à utiliser de tels concepts. Il faut cesser d'appeler indiens les autochtones qui ont disparu sans révéler leur histoire. Les survivants insulaires et continentaux demeurent encore piégés par la terminologie imposée par les conquérants européens. Le second point à souligner concerne particulièrement les États-Unis.
Les spécialistes d'archéologie et d'anthropologie originaires des États-Unis et du Canada ont faussé le débat scientifique en intervenant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.